Voilà, bienvenue dans les Chroniques Inutiles. Et donc ici, je vais lire un texte qui sort tout droit du livre Les Chemins de Katmandou de Barjavel. C'est le 15e chapitre. Donc pour un peu de contexte, je ferai des commentaires après, mais pour un peu de contexte, donc Olivier, c'est un peu le personnage qu'on suit tout au long. Mathilde, c'est une fille, c'est la fille d'un personnage qui est extrêmement riche, qui est un peu une sorte de businessman véreux. Et puis ensuite il y a son pote Carlo avec qui il a des discussions d'un peu de sociétal, philosophique, sur comment changer le monde et tout ça. Et donc voici le 15e chapitre, je me lance. Mathilde redescendit l'escalier et ne le remonta plus. Les curieux s'écoulèrent de la Sorbonne et du quartier latin. L'action violente reprit. Mathilde s'intégra à un groupe actif qui se procurait mystérieusement des scies mécaniques pour couper les arbres, des barres à mine pour déceler les pavés, des casques de motocyclistes, des manches de pioche et des lunettes étanches anti-lacrymogènes pour les combattants. Pendant les journées d'accalmie, le groupe allait d'une faculté à l'autre, faisait voter des motions, constituait des comités d'action. Mathilde oublia complètement les deux garçons du petit bureau. Parce qu'ils parlaient juste avant, ils se sont pris la tête juste avant. Donc les trois, Carlo, Mathilde et Olivier. Carlo oublia Mathilde, mais Olivier ne l'oublia pas. Ce qu'elle avait dit l'avait frappé. Il n'allait pas se laisser endoctriner par une punaise milliardaire maoïste, mais une partie de ses affirmations avait trouvé en lui des cordes tendues toutes prêtes à rentrer en résonance. Oui, trop de mots, oui, trop de prétentions intellectuelles. Oui, trop de petits bourgeois cons qui se payaient une petite récréation révolutionnaire sans danger. Taper sur les flics, casser les carreaux, flamber les bagnoles, hurler les slogans, c'était plus excitant qu'une surprise partie. Si ça devenait tout à coup dangereux, on rentrerait vite chez papa-maman. Chaque fois qu'il pouvait attraper un micro, il faisait des laïus contre la société de consommation, mais ils avaient toujours bien consommé depuis leur premier biberon. Oui, la vérité était chez les ouvriers. Eux connaissaient vraiment, parce qu'ils les subissaient dans leur chair, chaque minute de leur vie, l'injustice et l'esclavage. Olivier s'apercevait que même sans parler, lorsqu'il essayait seulement de formuler sa pensée et ses sentiments au-dedans de lui-même, il ressassait les mêmes images creuses, les mêmes clichés que tous les vaseux accrochés à un micro. Il ne fallait plus parler, mais au-dedans de soi-même, il fallait agir. Il entraîna Carlo dans le cortège qui se rendit à Billancourt pour apporter aux ouvriers de Renault en grève l'appui et l'amitié des étudiants révoltés. L'accueil des grévistes fut plus que réservé. Ils ne laissèrent entrer personne à l'intérieur de l'usine occupée. Ils n'avaient pas besoin de ces gamins pour mener leur affaire. Aucun des ouvriers, même les plus jeunes, ne pouvait croire à la vérité d'une révolte qui n'amenait aucune véritable répression. Ces barricades du quartier latin, c'était un jeu d'enfants gâtés. Les CRS mettaient des gants avant de foncer sur les enfants de bourgeois. Le matraquage, ce n'est qu'une forme un peu plus vive de la fessée. Quand les ouvriers, eux, arrachaient les pavés, ça ne traîne pas, on leur tire dessus. Pas de gants, du plomb. Mais les bourgeois ne peuvent pas faire tirer sur leurs enfants. Ils ont installé l'ordre bourgeois en 89, en liquidant une classe entière à la guillotine. Ils liquidèrent aussi bien la classe ouvrière ils liquideraient aussi bien la classe ouvrière s'ils n'avaient pas besoin d'elle pour fabriquer et acheter. Mais ils ne peuvent pas tuer leurs enfants, même si ceux-ci cassent les meubles et mettent le feu aux rideaux. Les ouvriers et les étudiants se regardaient à travers les barreaux du portail de l'usine. Ils échangeaient des phrases banales. Le calicot, étudiant, ouvrier uni, que deux garçons avaient apporté depuis la Sorbonne pendait mollement entre ces deux supports. Le drapeau rouge et le drapeau noir avaient l'air fatigués. Il aurait fallu un peu de vent, un peu de mouvement chaleureux pour les faire flotter. Il y avait seulement cette grille fermée et ces hommes derrière qui semblaient défendre leur porte contre l'amitié. Olivier eut tout à coup l'impression de se trouver aux eaux, devant une cage où se trouvaient enfermées des bêtes faites pour les grands espaces, à qui on avait volé leur liberté. Des visiteurs venaient leur dire des mots gentils et leur apporter des friandises. Ils se croyaient bons et généreux. Ils étaient du même côté de la grille que les chasseurs et les geôliers. Un étudiant passa à travers les barreaux, le produit d'une collecte de solidarité. Olivier serra les dents, des cacahuètes. Il s'en alla à grands pas furieux. Carlo ne comprenait pas. « Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui te prend ?» Rentré à la Sorbonne, Olivier arracha l'affiche Pouvoir étudiant collée sur la porte du petit bureau. Il barra le mot permanente qui suivait le mot discussion et en écrivit un autre au-dessus en lettres capitales, terminé, pour donner
Discussion terminée avec un grand point d'exclamation. Il se battit furieusement à chaque escarmouche avec la police. Pendant la nuit terrible du 24 mai, il grimpa au sommet d'une barricade et se mit à hurler des insultes aux flics. Tout à coup, il se rendit compte avec lucidité qu'il était en train de poser, entre parenthèses, de faire du tableau vivant, de parodier des images historiques, mais que l'image resterait une image. Les flics ne tireraient pas, ils ne s'écouleraient pas, saignant sur la barricade. De plus, avec son casque blanc et ses larges lunettes, il avait l'air d'un personnage de bande dessinée pour adolescents rêvant d'aventures fantastiques. Il les arracha et les jeta derrière lui. Étreignant son manche de pioche, il sauta devant la barricade. Des voitures brûlaient, des grenades éclataient, leurs tourbillons de vapeur blanche s'effilochaient dans la nuit rouge et noire. Derrière leur brume, Olivier voyait bouger vaguement la masse sombre et luisante de la police. Il fonça sur elle en courant. 3 policiers vinrent à sa rencontre. Il frappa le premier avec rage. Son bâton heurta un bouclier de caoutchouc et rebondit. Il reçut un coup de matraque sur la main et un autre sur l'oreille. Il lâcha son arme. Un autre coup de matraque sur le côté du crâne le fit tomber à genoux. Un coup de pied dans la poitrine l'allongea sur terre. Les lourdes chaussures lui frappèrent les reins et les côtes. Il essaya de se relever. Il pleurait de honte et de rage et de gaz lacrymogène. Son nez et son oreille saignaient. Il parvint à saisir à 2 mains la matraque d'un policier et tenta de la lui arracher. Une autre matraque le frappa à la jointure du cou et de l'épaule. Il s'évanouit. Les policiers le ramassèrent pour aller le jeter dans un car. Mais de la brume blanche traversée de flammes, un groupe emmené par Carlo surgit brusquement en hurlant des insultes et les attaqua. Ils laissèrent tomber Olivier comme un sac pour faire face à la meute, qui se dispersa aussitôt, les entraînant à sa poursuite. Olivier évanoui, le cou tordu, son écharpe rouge traînant dans le ruisseau, le bas du visage luisant de sang, gisait à cheval sur le trottoir et la chaussée, les pieds plus hauts que la tête, une grenade éclata à quelques mètres et le couvrit d'un voile blanc. Carlo et les 2 autres garçons arrivèrent en toussant et pleurant, ramassèrent Olivier et l'emportèrent du côté des flammes. Donc voilà, c'est quoi les chemins de Katmandou, le livre Est-ce que je commence bon voilà, si c'est juste pour le texte, vous pouvez quitter, je vais peut-être faire une édition à ce niveau-là. Mais en tout cas, le petit commentaire que j'avais envie de faire au niveau de ce livre, en fait, c'est que ce livre est très intéressant. C'est que ce qu'il a essayé de faire, je vais peut-être chercher maintenant sur Internet, vu que j'ai l'adresse devant moi, mais ce qui est très intéressant en fait, c'est qu'il a fait une sorte de critique dans ce livre de mai 68 en fait. Et donc ici bien sûr on parle des révolutions et tout ça, mais il y a différents personnages il a écrit en 1969 le livre, donc c'est quand même assez intéressant, c'est carrément juste après en fait, 1069, et donc le livre il commence, si je me trompe pas, je pourrais le relire s'il faut, mais il commence par dire, alors il y a différents chemins pour aller à Katmandou, les chemins qui sont décrits ici ne sont pas trouvables, mais ce sont les chemins qui ont été découverts. Et en fait qu'est-ce qu'il fait, c'est il retrace un peu, je crois à mon avis, différentes des histoires de gens qu'il connaît, et donc ici il y a un personnage fictif qui s'appelle Olivier, qui du coup va dans la violence parce qu'il est un peu tout à fait désillusionné de cette espèce de révolution qui est juste une révolution d'intellectuels qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Et du coup moi en lisant ce livre, moi ça a tellement résonné en moi, et c'est pour ça que j'ai voulu le partager. C'est que oui, quand moi j'étais à l'UNIF, je me souviens que oui, forcément on traîne avec eux et on les rencontre, les espèces de communistes révolutionnaires intellectuels, et on discute avec eux et que je me rendais compte, putain mais eux ils ont jamais travaillé, moi je suis étudiant, j'ai déjà plus travaillé qu'eux et de se rendre compte, ok, c'est plus des intellos que vraiment des gens qui font quelque chose, quoi. Et que, en fait, oui, ce qu'il critique ici, bah oui, c'est un peu le genre de truc que moi j'ai vécu ça. Je dis pas qu'ils étaient tous comme ça, hein, je préfère être clair tout de suite, mais qu'il y avait quand même une certaine partie qui était plus là pour avoir cette espèce d'identité, de genre, ouais, moi je fais quelque chose, je change le monde et tout ça, alors que, ouais, ils vivent pas dans la réalité. Et donc à ce niveau-là, oui, quand j'ai... parce que bon, j'ai vu des manifestations, par exemple, c'est-à-dire que oui, de ce que j'ai entendu, des manifestations par exemple qui se passent en Afrique, c'est ok, si les étudiants là-bas ils manifestent, bah l'armée elle tire, quoi. C'est genre non, on veut pas de ça, quoi. Donc en Afrique centrale, entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Et c'est tout à fait marrant ensuite d'entendre ces différences entre ici et là-bas, où ici c'est il faut l'autorisation de la police, et puis on a un cadre, on peut bien marcher. Ce que je préfère, hein, ok, donc tu peux manifester, tu peux te plaindre et tout ce que tu veux, tu peux faire ton truc. Que dans d'autres endroits, et ici il parle
parle de ça clairement. Il dit ouais, ok, pour les autres, pour les vrais qui manifestent quand ça touche vraiment quelque chose, donc les ouvriers d'un côté qui eux manifestent dans l'usine, qui sont de leur côté, et puis de l'autre, ouais, on est venu vous aider, alors qu'en fait ils laissent pas du tout les étudiants rentrer dans leur grève. En fait, il y a que les gens qui travaillent vraiment à l'usine qui eux font leur grève, et eux ils se mettent derrière la barrière, et tous les autres, même les étudiants qui sont là, ouais, on est avec vous et tout ce que tu veux, blablabla. Et donc ce qui est marrant, c'est que plus tard dans le livre, en fait, ce qui se passe, c'est que les grévistes, donc c'est-à-dire les vrais ouvriers, ils reçoivent ce qu'ils veulent, hein, donc ils reçoivent une augmentation de salaire, et en fait ils arrêtent de faire grève, ils continuent de travailler. Et donc ça c'est marrant parce que dans le livre, il suit en fait le personnage du mai 68ard qui est en mode mais pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté, on aurait pu faire plus, on aurait pu changer le monde et tout ça. Et donc moi je me pose sincèrement la question, tiens, ce livre qu'il a écrit donc en 1969, hein, une année après tout ce qui est mai 68 et tout ça, tiens, est-ce que lui-même, en fait, ce livre n'est pas une sorte de critique envers lui-même par rapport à tout ce qu'il a vu, ou est-ce qu'il avait déjà ce regard critique? Je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que moi, en lisant ça, je me suis dit, putain, ce livre, c'est une vision finalement assez dark de tout ce qui est mai 68 et révolution. Parce que oui, en effet, oui, il y a la grosse différence entre ce que les gens vivent, les ouvriers, et puis le monde intellectuel qui est complètement différent. Alors un autre aspect du livre qui est quand même très intéressant, et pourquoi moi franchement je le conseille à tout le monde, c'est tout l'aspect spirituel en fait, et tout l'aspect on va trouver un nouveau monde. C'est que bon, le titre c'est Les chemins de Katmandou, c'est qu'en fait c'est qu'en fait il y a différents personnages qui sont décrits au fur et à mesure de l'histoire, et d'une manière ou l'autre tous ces différents personnages ils se retrouvent à aller à Katmandou parce que apparemment au Népal et en Inde, il y a un pays où on peut faire ce qu'on veut, où on est libre et on peut, l'espèce de rêve idéalisé en fait de l'occidental qui veut aller en Inde, que j'ai trouvé fantastique encore une fois, qu'aujourd'hui même j'ai rencontré plein de gens, donc moi-même, là je parle de mon vécu perso, que j'ai rencontré plein de gens spirituels qui sont en mode l'Inde c'est génial, c'est fantastique, tu peux vivre comme tu veux, il n'y a pas de gna et tout ça. Et ok, hein, je veux dire, dans le livre, il décrit bien ça, donc je me pose d'ailleurs la question à quel point il a vraiment été à Katmandou ou pas. J'ai pas été faire la recherche biographique parce que bon, c'est pas tellement intéressant, mais si c'est peut-être intéressant, je ne sais pas. Mais en tout cas, il décrit super bien Katmandou. J'y suis allé moi-même et tout, et donc ouais, j'ai presque reconnu certaines des images qu'il décrivait. Ensuite, ce qui est marrant, c'est que oui, donc un des personnages qui est décrit, c'est une fille de qui j'ai oublié le nom, je crois qu'elle s'appelle Jane, pour lequel Olivier tombe amoureux. Et elle en fait c'est aussi une sorte d'enfant de riche qui suit un espèce de gourou, ou enfin pas gourou mais un gars qui est en mode qui est dans l'ascétisme en fait, c'est-à-dire que lui c'est juste un chanteur et il veut pas faire l'amour, il veut manger le minimum possible. Et comment en fait à la fin de l'histoire, donc au début de l'histoire ils sont en mode hyper ouais, on va aller à Katmandou, ça va être super beau et tout ça, et on va vraiment kiffer la vie et ça va juste être génial. Et comment à la fin de l'histoire il se retrouve accro à l'opium et qui meurt d'une overdose en fait. Je sais pas si j'aurais dû spoiler ça, enfin elle pas mais lui oui quoi. Et donc ce qui est marrant c'est que ok, ouais, il montre vraiment cette espèce de côté obscur de cette révolution hippie qui est parfois romantisée, hein. Enfin parfois, quand je parle à certains New Agers d'aujourd'hui, ils romantisent cette période à fond. Et et juste voir ce livre, en fait, qui montre tout à fait autre chose d'un écrivain, donc René Barjavel, qui a vécu dans cette période et qui, du coup, je trouve, a fait un travail de journaliste éthique, hein, vraiment dans la tradition la plus pure de l'art, c'est-à-dire il a écrit ce qu'il a vu en termes de morale, en termes d'éthique, en termes de questionnement, sans vraiment identifier cela à des vraies personnes. Parce que par exemple, quand il décrit l'espèce de bourgeois méga riche qui est le père de Mathilde, la description psychologique du personnage est tellement précise et à mon avis juste qu'il doit avoir rencontré quelqu'un comme ça et il s'est dit non, je dois parler de ce type, et comment lui il voit cette espèce de révolution à la con et son espèce de fille qui est en mode ouais, moi je vais faire la révolution, je te déteste papa parce que toi tu te fais de l'argent sur les autres et tout. Non, et ça va loin, et il y a plein de personnages, et il n'y a pas que ça, hein. Donc quand je dis mai 68, il critique aussi tous les
tout l'espèce de truc, tout le libertinage sexuel et tout ça. Donc ouais, les drogues, j'ai déjà dit. Il décrit aussi comment finalement les gens qui se croient révolutionnaires critiquent les gens normaux. Il va là-dedans aussi. Il y a tellement de trucs. Ouais, il critique aussi d'une certaine façon un peu le volontariat. Mais d'une certaine façon, mais pas vraiment d'une autre. Puis voilà, et puis moi je trouve que la fin, et ce qui est marrant avec la fin du livre, c'est que je me suis dit, putain, en fait, c'est merdique, mais je me dis, enfin, à la fin, c'est genre, je me dis, il aurait pu le terminer de tellement de façons, et il a terminé d'une façon où je me dis, ouais, en fait, c'est ça la seule conclusion que on peut avoir en fait de tout ce mai 68 et de tout et de tout ce que le personnage vit en fait, Olivier qui est quand même le personnage principal qu'on suit le plus, parce que lui on le suit quand même, j'ai envie de dire 60% 70% du temps. Et oui, ça c'était la conclusion normale de son arc quoi. Et ouais, voilà, donc je vous conseille ce livre. Ouais, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Pas vraiment, hein, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, je vous souhaite un bon moment et bonne fin de journée ou de nuit ou quoi que ce soit. À toutes. Nous écoutez, nous écoutez, merci de nous écouter.